Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Cette fois-ci, c'est un tour en VTT de près de 15 km dans un paysage plat des étangs au sud de la plaine de la Crau. La région d'Istres et de Fos-sur-Mer n'est pas trop connue pour ses milieux naturels préservés. Il y en a pourtant comme l'étang du Pourrat. Ces havres de paix maintenant préservés côtoient directement l'étang de la Valuque industrialisée et le site historique grec de l'Oppidum Saint-Blaise. Nous partons du dernier parking du domaine de Castillon vers le nord et ce en ligne droite. Peu après, nous tournons à droite et nous entamons la descente sur une ancienne route goudronnée. Sur cette portion se trouvent des panneaux qui expliquent la gestion de l'eau du lac et la faune qui y a trouvé refuge. Le premier panneau se trouve peu après le début de la descente. On y explique les tentatives historiques d'assèchement de l'étang et la gestion actuelle pour maintenir un équilibre humide au centre s'asséchant progressivement vers l'extérieur. Toutes les surfaces d'eau de la région sont nommées étangs alors que ce sont tous des lacs, initialement d'eau douce, si on les considère de manière géographique et historique. Le terme étang provient des siècles où l'on a tenté de les assécher pour y gagner du sel. Cette route est dotée de larges rigoles transversales pour évacuer les eaux de pluie. Devant ces bosses s'accumulent des masses de gravier meuble qui peuvent faire chuter méchamment. Il n'y a aucune source d'eau potable le long du parcours, prévoir impérativement assez à boire. Les vents peuvent souffler désagréablement fort en toute saison. On passe dans la zone du feu de forêt d'août 2020, le paysage peut paraître désolant, mais il est ainsi aussi plus ouvert qu'avant. Une grande partie des pistes forestières à emprunter est dépourvue de balises et d'indications. Aucune section n'emprunte des pistes cyclables ou de VTT dédiées. On roule sur des chemins et des routes forestières où les piétons ont toujours la priorité. Peu avant d'arriver tout en bas se trouve un autre panneau sur la gauche. Il a la forme d'une table panoramique, mais il explique surtout la faune et la flore présentes dans ce milieu très spécial humide, salé et chaud. Voilà encore un de ces amas de gravier meuble. C'était la seule descente large et longue du tour. Maintenant suivent d'abord des sections très plates autour de l'étang du Pourrat. L'accès à la zone humide de l'étang du Pourrat est interdit pour protéger cette zone sensible. On ne continue donc pas tout droit, on tourne à droite à la première occasion pour longer un grillage de ganivelle. D'en bas, nous voyons maintenant le bord rocheux du plateau de la forêt de Castillon, le point de départ se trouve là-haut. Tous les lacs de la région sont dans des enfoncements dans une grande plaque calcaire. Les bords sont souvent abrupts. Le domaine de Castillon est un grand parc public avec une seule route ouverte seulement la journée à la circulation motorisée qui va du sud au nord jusqu'à la maison forestière. Les parkings un peu avant la barrière offrent plus d'ombre. Les ganivelles sont des clôtures formées par l'assemblage vertical de piquets de châtaigniers fendus que l'on retrouve souvent sur les rivages sablonneux de France. Ils aident aussi à rabattre le sable pour le tenir sur place. Nous montrons ici la quasi-totalité du tour sans accélérer des sections. Ce tour est décrit plus en détail sur notre site provenceguide.net sous le titre de Les lacs autour de Saint-Blaise en VTT, pédaler sous le niveau de la mer et explorer les traces de présence grecque antique. Un lien direct est donné sous la vidéo. Nous restons sur le chemin, même s'il s'éloigne ensuite de la clôture. Toute cette zone était boisée et a été ravagée par le feu en 2000 et en 2020. Il faut laisser la végétation reprendre pied. Suivant les pluies précédentes, les chemins peuvent être assez chaotiques. Le chemin fait une large boucle pour nous amener dans la partie sud du lac. Après une bifurcation où nous continuons tout droit, nous arrivons près de quelques arbres ayant résisté au feu. Ici le tracé est effacé par les arbres tombés laissés en place.
Nous contournons en 2024 cette zone au nord car la boue sur la piste principale est trop difficile pour rouler. Normalement, on tourne ici à droite, mais on peut aussi faire une excursion à gauche pour un autre coup d'œil sur le lac. Il n'est pas utile de descendre la marche car le chemin part ensuite dans le mauvais sens. On voit ici une dernière fois sur le lac même si nous n'en avons pas encore fait un quart du tour. On revient par la suite sur nos pas et on continue tout droit avant de tomber sur une clôture devant laquelle on tournera à gauche, toujours autour de l'étang contre le sens des aiguilles d'une montre. Profitons de ce petit sentier bien sympa. Les pistes agricoles et forestières qui suivront seront bien plus dures. Nous rappelons que toute la région est une zone à fort risque d'incendie de forêt. En période estivale, mais aussi en dehors de celle-ci par sécheresse ou vent fort, l'accès au massif forestier est réglementé. Ainsi des routes peuvent être interdites à la circulation et ou des sentiers interdits aux randonneurs et aux vététistes. Nous voilà sur la piste agricole précédente. Il faut la suivre dans la même direction pendant plus d'1 kilomètre. Elle ira en s'élargissant, mais cela restera lassant. On passe une étable de chevaux qui se trouve dans la zone protégée. Au-delà, la piste forestière devient un peu meilleure car des voitures passent ici. Ça roule, mais ce n'est pas plaisant, le fessier souffre aussi. Oui, la cloche du vélo est encore cassée et la sacoche Queen toujours et encore sur le porte-bagages. On roule tous les jours et on est fatigué en rentrant sans penser à rechercher des solutions à ces problèmes. C'est toujours dans de telles sections fades que l'on est rappelé à ces choses à faire. À quoi pensez-vous pendant ce genre de trotte ? Actuellement, nous pensons aussi à la suite de ces quelques jours en Provence. On a encore beaucoup de projets, certains sont plus petits mais ils sont aussi très épars. Aussi commence-t-il à faire assez chaud ici dans le sud. Quelque part en Alpes de Haute-Provence, il semble faire un peu plus frais. Bon, il faut une pause, cette route de gravier blanc éblouit trop les yeux. Que c'est bien d'avoir un peu de verdure au printemps. Il avait beaucoup plu quelques jours avant. On ne peut pas s'éterniser ici. Il reste encore la moitié de cette ligne droite à faire. Quand il y a des virages et des défis, on ne se rend pas compte des distances et de l'effort fourni. Ici, on a l'impression de sentir chaque tour de roue. Cependant, ces pins bien verts au fond semblent marquer l'endroit pour tourner enfin à gauche. Les grands roseaux offrent même un peu d'ombre aux heures de midi début avril.
Le gravier freine passablement, on ne peut pas rouler de manière soutenue ici. Oh, un randonneur, c'est le premier que nous voyons. C'est assez exceptionnel pour cette belle journée de printemps. 1 kilomètre après l'étable, cette route commence à monter, c'est le moment de repérer une balise bleue qui nous dit de tourner à gauche. Le croisement est aussi marqué par un amas de pierres. Notre nouvelle piste forestière est en plus mauvais état. Elle est souvent dédoublée à gauche ou à droite à cause de trous d'eau après les pluies. On passe maintenant sous une ligne à haute tension. Après la barrière se trouve le premier trou d'eau des pluies de début avril 2024. Cette déviation vers le haut n'est pas simplement un défi supplémentaire, on contourne ainsi un autre grand trou d'eau. Ah oui, la gadoue est encore bien présente en bas. La descente est un peu plus rude que la montée. Cette portion rectiligne à l'est de l'étang est plus longue que la précédente, pourtant, on sent pas autant la distance car il faut chercher sa voie et le terrain est un peu plus diversifié. On ne voit cependant plus l'étang car nous nous trouvons à peu près à son niveau.
En prenant les voies de droite, on passe dans un reste de forêt qui a échappé au dernier feu de forêt. Depuis les feux, on voit très loin dans le paysage. C'est un peu embêtant quand on a un besoin pressant. On profite donc de ce reste de forêt pour nous soulager. La garrigue n'est pas très dense, on ne roule quand même pas bien en VTT ici. Nous longeons depuis un certain temps la ligne à haute tension et pour finir, nous roulons directement au-dessous. C'est le moment de repérer un mur sur la gauche et une tige métallique rouillée à droite. Peu après dévie un simple sentier à gauche. Ici nous longeons la rive nord du lac du Pourra. Ce sentier change des longues pistes forestières et agricoles. On voit devant les versants du plateau dont nous sommes descendus au début. Il faudra y remonter quand nous nous en approcherons. On débouche sur une autre piste forestière où nous prenons encore à gauche sur 300 mètres. C'est en descente et ça file. Mais ce n'est que de courte durée.
Au croisement suivant, nous serrons à droite pour nous engager dans le vallon de Vopiane. Après un tour presque complet de l'étang du Pourra, nous remontons péniblement vers le plateau et nous passons plusieurs points de vue. On remonte ici les 50 mètres de dénivelé sur une pente assez constante. Il n'y a pas d'ombre, on suera forcément. Par endroits, cette route est fortement délavée par les eaux de pluie. Nous sommes dans une région complètement ravagée par les feux de forêt. Nous voyons dans le vallon à gauche des murs en pierre sèche qui traversent le fond du vallon. Il s'agit de restants qui servent de digues. D'une part, on crée ainsi des terrasses plus plates pour la culture, mais ces murs retenaient et retiennent toujours les eaux de pluie et les terres que celles-ci charrient. À la première bifurcation en pleine montée, nous continuons tout droit. Quand la forêt manque, l'érosion attaque le sol directement. L'eau coule ici le long de la route et ce n'est pas le fond du vallon qui se trouve plus loin à gauche. Cette entaille peut à la longue arracher tout le versant sans que celui-ci soit extrêmement pentu.
Lorsque l'on arrive presque sur le plateau suit un croisement où nous tentons de garder la direction nord, même si on dévie à gauche. Tout de suite après à droite pour garder la direction nord. On trouve sur le plateau un réseau irrégulier de pistes forestières qui se ressemblent toutes. La plupart des balises ont été détruites par le feu. Peu après suit un autre croisement devant des falaises. Ici à droite pour les contourner. Une balise jaune et rouge sur une souche d'arbre pointe aussi dans cette direction. À la prochaine bifurcation encore à droite. On voit à gauche une ruine près de laquelle nous passerons plus tard. Le chemin est maintenant moins large. Le chemin nous mène droit vers un groupe de petits arbres. Juste derrière se trouve un point de vue naturel. Il reste ici des poutres en bois calciné. Nous sommes au bord du plateau et nous voyons sur l'étang de Citis, c'est un lac d'eau presque douce tout aussi protégé et géré comme l'étang du Pourra. Nous repartons du point de vue vers le groupe d'arbres et nous prenons la piste à droite. Elle nous mène directement au pied d'une maison en ruine. En l'observant plus en détail, on voit qu'elle est construite directement sur le bord rocheux comme si on voulait rester sous la crête et sans empiéter sur les maigres terres cultivables. On peut monter à pied à gauche de la maison et la contourner ainsi pour voir l'intérieur à travers le toit manquant. Cette vue nous montre aussi la suite du chemin. À cette bifurcation, nous nous tenons à droite. Ici, le tour décrit sous provenceguide.net tourne à juste titre à droite. Mais nous sommes ici en avril 2024 justement pour relever et plus tard rédiger ce tour en VTT pour notre site provençal. On fait donc aussi quelques allers-retours pour rien comme celui-ci à gauche. Avant les feux de 2020, on pouvait passer ici pour tourner plus loin à droite vers une ferme en ruine et des sépultures rupestres à même le sol parsemé dans la forêt. Voyons ce qu'il en est maintenant. Les cartes indiquent qu'il est toujours possible de passer.
Les ruines sont en tout cas visibles là-devant. Mais il y a aussi un grillage récent qui longe maintenant la route forestière. Le chemin d'accès aux ruines est donc barré. Et c'est pareil pour l'accès plus loin. On canalise apparemment les gens à l'accès nord au site de Saint-Blaise. Bon, il n'y a alors plus accès ici. Curieusement, on ne peut pas non plus y accéder par le site de Saint-Blaise. Espérons que ce sera mis en valeur et accessible dans le futur. Il ne nous reste plus qu'à retourner au croisement où nous aurions dû tourner à droite. Ça fait faire du sport en plus, c'est au moins ça. Nous voilà de retour sur le tracé principal. Nous restons encore quelques instants en hauteur pour passer une barre rocheuse. On peut y monter directement de la piste forestière. On a ici une meilleure vue sur l'étang de Citis. On avait tenté de l'assécher tout comme l'étang du Pourrat. Pour cela, des tunnels avaient été creusés pour le relier à l'étang de Berre et à l'étang de la Valduc. Il a aussi été transformé en saline et il s'asséchait aussi parfois naturellement. Mais aujourd'hui, le niveau est maintenu avec une certaine variabilité. On voit aussi notre chemin. Il est enfin en descente. Nous arrivons ainsi sur une barrière. Derrière se trouve le chemin bétonné qui monte à gauche à l'accès au site archéologique. On peut passer cette visite en descendant à droite vers la chapelle Saint-Blaise, la maison d'accueil et au parking plus bas. Le site archéologique de Saint-Blaise ne se visite qu'à pied. Les vélos n'y sont pas utiles. Capitale sans nom connu de la tribu littorale des Avatiques, qui peuplait la région entre le Rhône et Marseille, l'oppidum de Saint-Blaise tirait sans doute sa richesse du sel des étangs, qu'il exploitait et négociait auprès de ses voisins grecs et indigènes.
Au début du VIe siècle avant notre ère, la fondation de Marseille par les Phocéens donne une impulsion nouvelle à Saint-Blaise. C'est avant tout une agglomération celtique, un oppidum gaulois qui, durant près de 5 siècles, vit au rythme de ses relations avec la ville grecque. Tantôt partenaires économiques, tantôt concurrentes, voire ennemies, les deux cités suivent une évolution parallèle. L'oppidum est aussi le point le plus haut possible pour voir par-dessus l'étang de la Valduc. La vue date de mai 2023 où le ciel était plus couvert. Nous ressortons par le portail du bas du site et nous pouvons remonter un court instant sur le VTT. Après des siècles d'abandon, le site de Saint-Blaise est réoccupé et à nouveau fortifié au début du 5e siècle de notre ère. Comme ailleurs en Provence, la fin de l'Antiquité marque le regroupement des communautés autrefois dispersées dans de nombreux petits habitats. Entre la fin du 9e siècle et le 11e siècle, une deuxième église est érigée avec les restes d'un bâtiment précédent et des sépultures s'organisent autour du chevet. On voit les bases de cette église devant la chapelle actuelle. Entre les 9e et le 12e siècle, des textes nous en révèlent le nom Ugium. L'activité principale est fondée sur l'économie du sel, toujours extrait des étangs. Au XIIe siècle est finalement construite la chapelle actuelle et le cimetière autour se déplace avec elle. Elle est le centre religieux du castrum de Castelvert qui se trouvait entre l'église et le parking plus bas. Nous laissons la chapelle derrière nous et nous continuons la descente le long de la voie bétonnée. On a de nouveau une bonne vue par-dessus l'étang de la Valduc. Les étangs de la Valduc et d'Angrenier sont spécialement transformés à cause d'un taux de salinité de 360 g par litre. Pour comparaison, l'eau de mer contient 35 g et la mer morte 275 g. On flotterait donc aisément sur ces deux étangs. La forte salinité favorise des crustacés qui donnent cette couleur rose à l'eau. Or, c'est une saumure industrielle salie par des hydrocarbures, mieux vaut ne pas se mouiller de cette eau. Elle provient des silos naturels à gaz dans la région de Manosque. Nous avions vu ces panneaux justement là-bas 2 jours plus tôt. On arrive ainsi au pavillon d'accueil du site. Les heures d'ouverture sont identiques à celles du site à ciel ouvert plus haut. On y trouve des cartes, des pancartes et de l'information au-delà des relevés archéologiques du site. Un plan en 3 dimensions donne une vue réaliste des étangs autour de Saint-Blaise. On reconnaît bien les enfoncements des plans d'eau et les crêtes du plateau calcaire autour. La représentation est avec le sud en haut. Nous sortons du pavillon en direction du parking et nous pouvons remonter sur les vélos. On ne peut pas se lasser de la couleur étrange du plan d'eau. Nous passons le parking nouvellement aménagé en 2022 et on tourne ensuite à gauche. À cette barrière commence de nouveau une section pour nos VTT. Elle est agencée le long de chemins accompagnant 2 canaux la plupart du temps à ciel ouvert et qui alimentaient en eau la ville de Martigues. Ces canaux sont quasiment horizontaux, les descentes notables s'opèrent entre les divers niveaux jusqu'au rivage de l'étang de la Valduc. Cela commence par une première descente du parking et un passage où le canal est enfoui ou comblé. L'étang est compris à l'intérieur d'une cuvette de près de 5 km². Peu à peu, le canal apparaît sur la gauche du chemin. C'est un fossé avec de la végétation plus verdoyante qu'ailleurs. Nous passons sous la falaise de la ville haute de l'oppidum d'où nous regardions avant vers le bas.
On arrive à quelques arbres ayant survécu au feu ravageur de 2020 et la végétation devient peu à peu plus dense. En voyant un court tunnel végétal par-dessus le chemin, on passe aussi une ancienne passerelle sur le canal. Juste après se trouve une bifurcation. Nous prenons à droite en descente pour rejoindre le canal plus bas. La pente est faible. En 2024, des arbres sont tombés en travers du sentier et il faut porter le VTT par-dessus. Bon, j'en vais plus de ça, moi. On continue tout droit aux intersections suivantes. Ce canal est ensuite rempli d'eau au moins en hiver et au printemps. Ici persiste aussi la forêt qui couvrait tout le site avant 2020. Ce canal est bien paisible. Il est connu de peu de personnes. Cheminant ainsi, on arrive à une nouvelle bifurcation où nous conseillons aussi de continuer tout droit. La descente et le passage au rivage de l'étang sont faisables en VTT, mais le terrain est très changeant. La descente rapide peut s'embroussailler et quand le niveau de l'étang est haut, il faut passer dans les rochers du rivage. En continuant, on a la vue sur la partie sud de l'étang où nous arrivons bientôt. Une troisième bifurcation est marquée par un rocher au milieu du chemin d'accompagnement du canal. Nous avons désormais passé l'étang de la Val-Duc, c'est le moment final pour descendre. C'est un chemin délavé mais au dénivelé modéré.
Nous arrivons en bas devant une station de dépotage de bisulfite de soude. Comme précisé plus haut, l'étang de Lavalduc et l'étang d'Angrenier plus loin au sud sont des réservoirs naturels utilisés à des fins industrielles. Un aller-retour d'environ 800 mètres dans un paysage lunaire et salin s'impose. On peut pousser l'expédition aussi loin que l'on veut. Bien que le début de l'aller-retour le long du rivage ait l'air faisable en VTT, on voit devant que des rochers suivent. C'est particulièrement le cas quand le niveau d'eau est plus haut. Les sables et les boues peuvent être mous. Il y a beaucoup de petits détails à découvrir, la marche à pied est donc conseillée ici. On peut cadenasser les VTT au grillage de la station de pompage. On continue donc à droite de la station. Le lac de Lavalduc détient un autre record, à son bord, on se trouve sur le point le plus bas de France avec moins 10 mètres sous le niveau de la mer. Sur son bord se dépose du sel et ses structures se transforment constamment. Il est donc utile de revenir souvent. Nous avons été 3 fois à l'étang de Lavalduc. En 2019 avant le feu, en 2023 et en 2024. Les dépôts de sel au bord du lac ont à chaque fois été différents. Cela dépend du niveau d'eau, de la vitesse de changement de ce niveau et aussi de la quantité de pluie tombée en hiver. Le sel du lac est d'origine naturelle, mais il vient de loin. C'est du sel gemme de cavité sous les collines au nord de Manosque. On y délave le sel de roche avec de l'eau et cette eau est acheminée ici aux étangs de Lavalduc et d'Angrenier. L'évaporation concentre la saumure encore plus pour atteindre 97%. Nous reprenons donc les vélos et nous restons encore quelques temps vers 8 mètres sous le niveau de la mer. Il nous faut traverser le très plat isthme de Plan d'Arène qui sépare l'étang du Lavalduc de l'étang d'Angrenier plus loin au sud. Nous prenons pour cela la large piste blanche à droite et nous tournons avec cette piste vers le sud. L'étang d'Angrenier est similaire à celui de Lavalduc, mais il n'est pas aussi aisé à approcher et son rivage est moins varié car son niveau est plus stable. Notre piste bute sur un grillage fermé et c'est pour nous le moment de passer à gauche. On longe d'abord ce grillage pour arriver sur un autre portail bien fermé, mais nous continuons à gauche. Une piste défoncée tout droit et un chemin embroussaillé à droite. Les deux montent au canal de Martigues que nous avions quitté avant de descendre vers l'étang de Lavalduc. On prend en haut à droite et on suit le chemin du canal. On ne voit l'étang d'Angrenier que par les arbres. Il est aussi rose que l'étang de Lavalduc et il remplit la même fonction de stockage de sel provenant par Somoduc des gisements de sel de Manosque. Il est tout aussi pollué chimiquement que l'étang de Lavalduc avec lequel il communique par un tunnel. Son niveau d'eau naturelle est à 9 mètres sous le niveau de la mer. Le 22 mars 1984, la salinité atteint 380 grammes par litre, c'est une saturation maximale tuant tout organisme vivant. Nous restons assez longtemps sur ce chemin facile au bord du canal.
Il est aussi très régulier et ne fait pas des virages serrés. Dans une partie boisée se trouve un autre petit pont par-dessus le canal. On pourrait retourner ici à Saint-Blaise en suivant un balisage bleu. Quand le chemin entame un virage vers la droite et quand on s'habituerait bien à cette voie facile, on passe un petit ravin et un portail sur la gauche. C'est le moment de tourner à gauche et de monter une large route goudronnée. Cette montée est pénible. L'asphalte est irrégulier. Il y a 2 lacets et puis suit un autre portail, mais nous débouchons en moins de 5 minutes de montée sur le plateau de la maison forestière de Castillon et nous sommes donc ainsi directement au point de départ. Cette route nous demande toute l'énergie restante. On voit bien ici que c'est un lieu certes ouvert au public, mais on ne veut pas trop de visiteurs. Ainsi, on peut longer les canaux éternellement, mais dès que l'on veut en bifurquer, on passe soit dans la garrigue ou sur des chemins extrêmement pentus. Cette route est au moins bien dégagée, mais un sentier plus commode ne ferait pas défaut ici. Ce ne sont même pas 50 mètres de dénivelé positif. Partout ailleurs, dans un terrain bien plus montagneux, on ne se plaindrait pas d'un tel passage pentu. Ah, voilà le portail du haut et la maison forestière de Castillon. Notre Renault Trafic n'est pas tout à fait resté à l'ombre depuis le matin, mais cela ne fait rien. C'est bien d'être de retour. La vidéo suivante couvrira un tour en VTT avorté à Grandbois. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.